voilà, pour rentrer dans le politiquement incorrect, il y a dans certains endroits les gens. Je m'appelle Jarod, j'ai créé la chaîne Après Réflexion et je suis avec Gaïs, coach sportif et auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit. Maintenant, nous pouvons passer aux idées reçues. Allons-y. On a discuté de causes rationnelles pour se mettre au fitness, mais on est humain. Oui. Les idées reçues peuvent faire du mal à la discipline et peut-être même nous couper l'envie. Pour la troisième partie, attaquons-nous aux idées reçues. Mais voyons quand même s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans. On attaque ? Bah, tu me dis. Je vais énoncer des phrases, je ne les cautionne pas, mais il me semble que ce sont des idées reçues que l'on pourrait entendre. Le regard des autres est oppressant, on va me regarder et me juger physiquement pendant l'exercice. Et enfin, c'est le concours de la plus grosse charge à soulever. Alors, le regard des autres est oppressant, ça je ne peux pas le nier. Parce que, effectivement, c'est dans la tête, en fait. C'est-à-dire que, peu importe si le regard est chargé de jugement ou pas, si on se sent mal d'aller faire du sport, c'est bien qu'on se sent mal. C'est pas quelque chose qu'on peut... ça dépend de la façon qu'on a de le recevoir. Maintenant, en salle de sport, je n'ai à l'heure actuelle jamais vu quelqu'un juger quelqu'un d'autre, ou en tout cas, s'il le juge, jamais vu le formuler. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait vers quelqu'un d'autre et qui lui disait « Ouais, t'es gros, machin, etc. C'est pas bien. T'as vu gros lard ou je sais pas quoi. » Jamais. Parce qu'en fait, de façon globale, quand on demande aux pratiquants ce qu'ils en pensent, de voir quelqu'un de gros, on va dire les termes, hein, quelqu'un en surpoids, obèse, gros, machin, etc., sous tout standard, si on le voit faire du sport, la plupart des gens vont penser « Waouh, il a du courage. Waouh, il s'est repris en main. » Et de façon globale, il y a énormément de positifs, véritablement dans le regard et le jugement des autres, et beaucoup d'entraide aussi. En termes de qui a la plus grosse charge, je vais pas le nier, il y en a. Il y a des gens qui adorent montrer qu'ils soulèvent des charges, etc. Mais ils le font pour eux-mêmes. C'est-à-dire que, très généralement, sauf si on est dans un domaine type powerlifting, ou qu'on est dans une salle bien particulière avec un esprit de compétition, ou enfin qu'on est avec des potes qui se tirent un peu la bourre, mais de façon globale, sinon, les gens veulent soulever le plus lourd possible pour leur ego, mais pas pour se comparer aux autres. S'ils voient quelqu'un qui soulève moins lourd, ils vont pas se dire c'est un nul, c'est un faible, ils vont plutôt se dire haha, t'as vu comme je suis fort, et c'est tout. Donc c'est vrai que c'est un environnement qui des fois peut être un peu attends, mais il se dit je suis le plus fort, mais en fait on le retrouve partout. Dans la vie de tous les jours, y a plein de gens qui se pensent être les meilleurs du monde parce qu'ils font telle ou telle chose. Et ça, qu'on soit à la salle de sport ou qu'on soit ailleurs, c'est exactement la même chose. Il y aura toujours cette proportion de personnes, peut-être un petit peu plus au sport, parce que je ne sais pas quoi, mais j'en suis vraiment pas persuadé, et ça ne constitue pas du tout l'écrasante majorité des pratiquants qui vont avoir beaucoup plus tendance, en tout cas là où j'ai coaché, à de l'entraide et à de la, comment dire, pas seulement de l'entraide, du support mutuel positif. Voilà. Effectivement, cette idée reçue, je l'imaginais à partir de ce que j'ai pu voir dans les films ou les séries. Oui. Que ce soit les thrillers ou les films dramatiques, où le sportif s'entraîne seul, le combattant s'entraîne seul, et dans la salle, il fait sombre. Ou alors même dans des comédies. Oui, c'est vrai. Le maigrelet qui perd son short, ou la personne en surpoids qui transpire beaucoup. Je pense que ça peut être des choses comme ça, ou tout simplement qui nous nourrissent l'esprit et qui peuvent nous donner des idées reçues comme celle-là. Ah oui. Autre idée reçue, la salle de sport, la salle de fitness, c'est un effet de mode. C'est un truc de citadin, on peut aussi bien s'entraîner chez soi ou mettre des baskets et courir dehors. En plus, c'est moins cher.
Bah, c'est vrai que c'est moins cher d'aller courir. C'est vrai qu'on peut très bien aller soulever des trucs dans les champs, etc. Et pendant des milliers d'années, ça s'est fait comme ça. Maintenant, le truc étant que plus on a de technologie, plus on rentre dans une ère technologique, moins on fait d'activité physique. Parce que les machines le font à notre place, parce qu'on a des moyens aussi d'accéder à certaines choses beaucoup plus facilement. Bah, autant profiter de ces moyens-là. Voilà, enfin, c'est ce que se disent la majorité des personnes. Et du coup, la salle de sport devient un moyen, la salle de fitness devient un moyen de contrebalancer ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui va peut-être avoir tendance à être un petit peu plus citadin. Maintenant, tous ces gens qui disent ça de façon globale, qui ont tendance un petit peu à cracher sur la salle de sport, etc., je ne les vois pas beaucoup faire de sport à côté. Parce qu'en fait, là où la salle de sport est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on va retrouver des experts dans le corps, dans les choses comme ça que sont les coachs, donc qui vont pouvoir accompagner pour aller vers ses objectifs de façon plus facile, chose qu'on va pas retrouver dans la nature, hein. On va pas se retrouver avec un écureuil qui va nous faire au fait, fais des pompes, ça va te faire grossir les pecs. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là qui est intéressant d'une part, et d'autre part, il y a aussi ce côté où avant on était obligé de le faire. Maintenant on ne l'est plus. Et donc si on est dans la nature et qu'on a envie d'aller courir, machin, etc., bien peu de personnes vont se bouger finalement, sortir de chez elles et vraiment courir. Moi je le fais courir, voilà, parce que c'est dans mon plan, etc. J'en connais peu qui vraiment vont prendre l'initiative. Et du coup, la salle de sport possède la particularité d'être un lieu physique où on est obligé d'aller. Ou quand on est sur place pour 1 heure et qu'on sait qu'en plus on a 1 heure de temps délimité pour faire ça, sinon on perd notre argent, et ben il y a un biais cognitif qui se met en place de coût irrécupérable où on se dit finalement autant que je le fasse, autant que j'y sois, autant que je sois cohérent aussi avec moi-même. Et donc le fait qu'il y ait un lieu physique pour ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être un truc de citadin, mais moi je suis sûr qu'il y a des gens qui sont à la campagne et qui sont bien contents d'avoir des salles de sport et de fitness aussi. Alors la salle, c'est pas gratuit, mais est-ce que c'est vraiment cher ? Oui, la salle, c'est vraiment cher si on n'y va pas. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de salles qui proposent des abonnements avec un engagement. Un petit peu comme les forfaits téléphoniques. Ils disent, voilà, vous devez y aller pendant 1 an. Et ce sont des deals qui sont pas chers. Donc on se dit, 15-30 euros par mois, voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de business models de salles de sport qui s'axent sur le fait que les gens vont venir 2 mois et plus jamais venir derrière. Parce qu'ils ont un burst de motivation au début, et puis après, ça s'écroule. Pourquoi je dis que c'est le business model des salles de sport ? C'est parce que c'est vraiment le business model des salles de sport. De certaines salles de sport, en tout cas pas celle dans laquelle je suis, qui permet les suspensions d'abonnement, qui permet la séance à la carte, qui permet un tas de choses, qui est fait pour vraiment utiliser les espaces. Mais dans la majorité des salles de sport, pour donner un ordre d'idée, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que les gens ne viennent pas pour ne pas utiliser les machines, pour ne pas utiliser les espaces, pour ne pas avoir à payer trop d'employés pour faire de l'entretien. Et donc, ils ont tout intérêt à faire prendre beaucoup d'abonnements et qui ne soit jamais utilisé. Une technique de surbooking, voilà. Faire réserver plus de places qu'il y a vraiment dans le vol d'avion. Et effectivement, moins de personnel, moins de machines, moins de maintenance, moins de frais pour les locaux. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut trouver une salle de sport honnête. Et à partir de ce moment-là, la salle de sport, c'est pas cher pour les bénéfices que ça peut apporter à notre santé et pour même le côté global, en fait. Finalement, ça coûte pas si cher que ça, hein. Même si on monte à 50, 100 euros par mois, c'est une somme. Mais bon, je suis sûr que la majorité des gens qui ont une voiture payent beaucoup plus pour leur voiture, même pour juste leur déplacement de loisirs par mois, que la salle de sport. Donc voilà. Ok, petit retour en arrière, j'avais parlé de la salle, c'est sombre, c'est glauque. Oui. Non. Ça dépend beaucoup des salles de sport, en fait. Il y a des petites salles glauques, etc. Moi, je m'en fous. Je cite des marques. Je sais que, par exemple, il y a des Basic Fit, des choses comme ça. En fait, toutes les salles low cost, de façon globale,
vont avoir tendance à vite se glauquiser parce que être en low cost, ça veut dire attirer une clientèle qui n'a pas beaucoup d'argent. Ça veut dire en fait que du coup, ce sont les gens qui vont chercher l'option la moins chère. Or, je vais pas faire mon élitiste de bourgeois ou quoi que ce soit, parce que ça me semble, voilà, mais ça veut dire aussi, du coup, avoir un volume de gens qui viennent pour rentabiliser la salle qui est beaucoup plus important. D'accord ? Puisque les gens qui vont chercher les choses moins chères, ce sont les plus nombreux. Or, du coup, on va se retrouver à avoir des lieux qui se dégradent très vite dans les salles low cost. Et comme ce sont des salles low cost, en règle générale, elles essayent d'être à l'équilibre budgétaire, etc. Donc, elles vont un petit peu remplacer les choses moins vite que les salles peut-être haut de gamme, etc., etc. Et aussi, pour rentrer dans le politiquement incorrect, il y a dans certains endroits, les gens qui vont chercher les trucs low cost, ce sont ceux qui auront aussi le moins de considération pour le matériel. Et il va y avoir dégradation du matériel, il va y avoir du rien à foutre en fait, parce que de toute façon ça me coûte pas cher, et je m'en fous parce que de toute façon je peux aller dans une autre salle si jamais on me vire. Problème quoi. Je dis pas que les gens qui ont moins d'argent sont moins bien éduqués que les gens qui en ont plus. Ce que je dis c'est que, en règle générale, les gens qui payent plus cher leur salle de sport ont tendance à avoir plus de considération pour l'endroit où ils s'entraînent, peut-être parce que ça leur coûte plus cher. Ok. Et ce n'est pas une généralisation sur les personnes. Il suffit d'avoir 5% de gens négligents plutôt que 0 ou 1% dans une salle discount avec un gros volume d'adhérents pour avoir des effets conséquents. Autre idée reçue. Une fois là-bas, je ne saurais pas quoi faire et il n'y aura sûrement personne pour m'aider. Ça dépend des salles encore une fois, et plus la salle va être haut de gamme, plus il y aura tendance à avoir des coachs. Moi je sais que dans ma salle, on est à 50 € par mois, donc voilà, c'est pas trop mal, hein. Et on a une politique d'avoir toujours un coach sur le plateau. Je vais citer ma salle parce que je vais faire un peu de pub. Genae et Cully, voilà, mais Genae de façon globale, on a cette politique-là. Maintenant, c'est vrai que pour réduire les coûts, que font les salles low cost ? On vire du personnel. C'est ce qui coûte le plus cher, le personnel, hein. Donc, on a moins de personnes qui vont aider, effectivement, moins de gens qui vont être là, ce qui est pour moi une aberration, parce qu'on n'ouvre pas un club de foot sans prof de foot. On n'ouvre pas un club de n'importe quelle discipline sportive sans prof de cette discipline sportive. Sauf les clubs de fitness, on peut avoir des clubs zéro coach. Venez, on a le matos, pas de souci. Ah, ça existe quand même. Il faut faire un peu attention. Oui. Écully, je précise, c'est en périphérie de Lyon. Oui. Tu as déjà répondu dans une partie précédente. Ouais, de toute façon, il faut 10 heures par semaine, on verra pas la différence. On verra pas la différence, tu veux dire par là 10 heures par semaine de quoi ? D'entraînement en salle. Il faudra 10 heures, sinon on ne verra pas ma prise de muscle ou ma perte de poids. Ah, d'accord, ok. Non, c'est totalement faux en fait. On peut avoir des résultats avec très peu d'entraînement en termes de quantité par semaine. Ça sera juste un petit peu plus long. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait faisable, quoi. C'est vraiment... En fait, on a un petit peu ce phénomène de diminishing returns. C'est-à-dire, si on en fait même très peu, on va avoir des gros résultats. Si on en fait un petit peu plus, on va avoir des résultats, les gros résultats du début, plus un peu plus moyens. Et puis si on en fait beaucoup, on va avoir les résultats optimaux. Mais en fait, même en faisant très peu, on aurait pu avoir la majorité de ces résultats optimaux. Et après, si on en fait trop, là, on est à l'inverse, on est sur l'autre penchant de la courbe et on va en avoir même, on va peut-être rentrer en surentraînement, blessure, etc. C'est très intéressant cette réponse. Tu approches deux phénomènes. Il y a l'effet débutant et puis le surentraînement. Je ne pense pas avoir préparé de questions pour ces sujets. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, l'effet débutant, c'est encore un petit peu autre chose. C'est finalement, quand on va commencer le sport de façon globale, pendant les 3 premiers mois, au niveau de la musculation, mais même au niveau du cardio, en faisant à peu près n'importe quoi, on va gagner du muscle et de l'endurance. Voilà. On va gagner, en fait, dans les qualités physiques. Moi,
ma petite intuition là-dessus, en fait, ma façon de voir les choses, on va dire, même si je pense pas que ce soit, vérifié scientifiquement à ce niveau-là. Donc je vais être très précis, voilà, là-dessus. Enfin, je vais être très carré là-dessus. C'est qu'en fait, on a une espèce de, de niveau de base physiologique auquel on devrait être en termes d'activité. Et le fait de commencer une activité physique alors qu'on n'en a pas fait, ça nous ramène à ce niveau de base. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en 3 mois, on est à ce niveau de base auquel on devrait être parce qu'on est un animal qui bouge, etc. Et au-delà, on va commencer à faire véritablement des progrès au-delà de ce niveau de base-là. Donc pour moi, c'est ça, véritablement, l'effet débutant. C'est pour ça que dans les 3 premiers mois, à peu près peu importe ce qu'on fait, on va se retrouver avec des progrès assez fulgurants. D'accord ? Maintenant, parlons du surentraînement. Le surentraînement, c'est le burn-out du sportif. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce qu'est le surentraînement, ce qui est tout à fait normal, parce que le surentraînement, c'est extrêmement individuel. C'est-à-dire que surentraînement, finalement, pour le résumer de façon très simple, c'est quand tu vas au-delà d'un certain seuil d'entraînement, tu vas avoir un effet négatif qui va se créer d'usure, on va dire. Donc, ça peut être au niveau d'un endroit bien particulier. Par exemple, tu as fait 12 millions de curls, donc de mouvements pour ton biceps. Eh ben, tu vas te retrouver un jour, si t'en fais genre, t'augmentes tout le temps, tu laisses jamais le temps de se reposer à ton corps, etc. Bah, il va péter ton biceps. D'accord ? Donc ça, on est sur un surentraînement local. Parce que, peut-être qu'ailleurs, t'auras fait aucun entraînement. Et donc, du coup, en faisant aucun entraînement ailleurs, tu seras pas du tout surentraîné de façon globale, mais tu seras surentraîné d'un point de vue local. Ça, c'est un type de surentraînement. Et on a un autre type de surentraînement qui va être, lui, plutôt global, c'est-à-dire tu t'entraînes beaucoup, tu fais énormément d'entraînement, ça se passe bien, etc. Et à un moment, tu as un stresseur qui arrive, un stresseur qui peut être physique, ça peut être par exemple ton taux d'entraînement, mais aussi psychologique, les deux sont reliés de façon générale, de toute façon. Et ce stresseur supplémentaire va t'amener en fait au point de bascule où tu vas rentrer en surentraînement et là tu risques des blessures physiques mais aussi des baisses de performance. De façon globale, quelque chose de négatif. Voilà, c'est ça le surentraînement, c'est aller au-delà des capacités de récupération de notre organisme, que ce soit d'un point de vue local ou global. Ok. À un moment donné, tu as parlé d'augmentation de charge jusqu'à 5 jours par semaine. Oui. Si on monte à 6 ou 7 jours où on s'entraîne, ça serait une pente glissante vers le surentraînement ? Ça dépend en fait de ce qu'on entraîne. C'est-à-dire que on peut se retrouver à s'entraîner 6-7 jours par semaine. Moi, je m'entraîne 6-7 jours par semaine, mais je varie en fait mes entraînements. Je fais pas toujours la même chose. Et donc, on peut, par exemple, les athlètes de haut niveau, même ceux qui ne sont pas dopés, s'entraînent un minimum de 14-15 fois par semaine. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout, parce qu'en fait, eux, déjà, à côté de ça, en règle générale, ils ont pas de travail. Donc en fait, ils ont pas d'autres choses à gérer en plus, donc ils ont ce stresseur en moins, et ils s'entraînent pas du tout de la même façon. S'ils sont trop fatigués pour un truc, on va pas les emmener s'entraîner faire quelque chose. Donc, véritablement, pour moi, le plus important, c'est comment manager ça. Maintenant, pour un débutant, s'entraîner plus de 5 fois par semaine sur une qualité physique en particulier, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. En fait, on va se retrouver effectivement à peut-être moins pouvoir récupérer. Mais après, typiquement, c'est pas le nombre de jours par semaine qui vont vraiment être importants. Moi, là, je parle de 5 entraînements d'1 heure à peu près. Mais j'ai des gens que j'ai coachés qui adoraient faire du sport tous les jours. Plutôt que de leur faire juste 3 entraînements par semaine, j'ai dit, on s'entraîne tous les jours. Bon, sauf un pour vraiment essayer quand même d'être en récup. Mais on s'entraîne 30 minutes par jour. Et voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de films et de séries qui donnent des images sur lesquelles on bâtit notre imagerie sur les salles de sport. Il y a des influenceurs aussi, je pense, qui ont un énorme impact sur la compréhension du fitness. Oui. Donc je pense à Kevin Tran du Rire Jaune et Kevin, le hasard, Kevin Razi, pendant le confinement, qui est humoriste et présentateur, oui. qui ont tous les deux suivi des programmes hardcore. Et ce ne sont sûrement pas les seuls. Oui.
Qu'est-ce que toi tu penses de ces programmes comme Insanity, qui veut dire folie en anglais? J'ai en tête une image d'un documentaire, enfin d'un document d'archives plutôt, de l'INA, où on demande à quelqu'un ce qu'il pense du livre de poche. On dit « Que pensez-vous du livre de poche ?» Il répond « Beaucoup de mal ». Et c'est et c'est un petit peu le même comment dire, état d'esprit que j'ai. Je pense pas finalement tant de mal que ça d'Insanity, etc. Si ça permet à des gens de se mettre au sport, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que c'est bien pour le public ciblé, c'est-à-dire des gens en règle générale en surpoids, voire obèses, qui veulent perdre du poids? J'ai tendance à dire que non, parce qu'en fait Insanity, c'est énormément de pliométrie, énormément de choses comme ça, énormément de sauts, et si ce n'est pas grave de faire de la course à pied, de la corde à sauter, etc. quand on est obèse, si on y va progressivement, Insanity n'a rien de progressif en fait. C'est-à-dire que on attaque, on fait 12 millions de trucs, et ensuite, en fait, finalement, seuls ceux qui sont pas blessés continuent. Et je trouve que c'est pile la mauvaise approche. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est obèse et voilà et qui voudrait se mettre à Insanity au bout d'un moment, je pourrais pas lui conseiller pour rattaquer ou quoi. Mais pas d'entrée de jeu, pas de but en blanc, pas boum, Insanity. Et je trouve que c'est un peu problématique d'avoir des influenceurs d'une aussi grande audience qui se mettent d'un seul coup à conseiller des choses comme ça en disant ça a bien marché pour moi, parce qu'en fait, ils consultent personne avant de le faire, ils disent juste je partage mon expérience. Super, mais est-ce que moi je partage mon expérience sur mon automédication? Je le fais pas. Je dis pas j'ai pris un Doliprane donc ça va, faites comme moi. Et ben le fitness en fait a toujours tendance à être déconsidéré de cette façon-là, alors que on touche à des sujets de santé. Oui, j'ai constaté exactement cette chose-là. On en reviendra dans une autre partie. Mais la progressivité dans ces programmes est souvent oubliée et problématique. Oui. Nous avons surtout parlé du stress physique, ce qui fait qu'on va au surentraînement ou à la blessure, mais ce n'est pas le seul problème. Vous avez entendu parler de l'effet yo-yo? Après un régime amaigrissant intensif, il suffit de reprendre les anciennes habitudes pour reprendre son poids et même le dépasser. Le vidéaste talentueux Kevin Tran a réussi une très belle performance avec Insanity. Du sport intensif et aussi une diète minimaliste. Il a séché 21 kilos en 5 mois. Dans une seconde vidéo régime 6 ans plus tard, il explique qu'il a plongé dans un quotidien stressant. 1 an après sa perte de poids record, il ne pratiquait plus de sport à cause d'une blessure et il a trouvé du réconfort dans la junk food. L'année qui a suivi, il avait pris 30 kilos, puis 3 kilos par an. Se lancer sur un coup de tête pour perdre du poids? Pourquoi pas? Mais ce que les influenceurs ne disent pas, c'est qu'il y a un effet rebond. Le plus important pour vivre à son poids de forme est de trouver la stabilité dans un style de vie équilibré. On peut quand même féliciter Kevin Tran qui revient critique sur son expérience Insanity. Et il explique comment il a équilibré son alimentation et reperdu du poids sans programme intensif. Vos genoux apprécieront. Et les gens qui vous accompagnent lors de vos régimes aussi. Dans le même registre, un peu différemment, j'ai entendu le joueur du grenier maigre dire que le gros JDG faisait 30 minutes de vélo intense par jour. Et des repas pratiquement que de haricots verts. Alors, est-ce que c'est pas une des meilleures solutions, ça? Les 30 minutes de vélo, très bien. Les haricots verts uniquement, je pense qu'il a exagéré. C'est-à-dire que effectivement, il devait manger très sainement, énormément de légumes, etc. Mais je pense quand même qu'il mangeait suffisamment de protéines, de choses comme ça, quoi. Et si on n'est pas uniquement dans des haricots verts, parce qu'en fait, il faut être précis quand on parle de ça. Pourquoi est-ce que je me permets d'être un petit peu précis, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui font des monodiètes. Ça peut arriver à des gens de dire je vais manger que des pommes à partir de maintenant. J'en ai déjà parlé dans une autre partie, mais pour moi, c'est un vrai problème. En revanche, s'ils mangeaient pas que des haricots verts, mais qu'ils mangeaient un minimum varié, tout en mangeant peu calorique et en faisant un peu de sport, c'est déjà mieux que 99% de la population et effectivement, on finit par maigrir.
on finit par y arriver. Alors de mémoire, en fait, j'ai épiciltré, hein. Mais effectivement, je crois qu'ils faisaient des repas équilibrés, mais souvent haricots verts. Ouais. Enfin voilà, je suis un peu imprécis, mais il me semble que c'était souvent les mêmes sources de protéines et les mêmes sources de haricots verts. Après, tant qu'on a des repas qui apportent tous les micronutriments, ou l'immense majorité, et qu'après on prend des compléments, etc. Enfin bon, tant on s'y retrouve dans notre diète, les repas peuvent tous se ressembler, c'est pas un problème sur les jours qui se suivent. Tant que on est dans nos apports, j'aurais tendance à quand même favoriser un peu de variété parce que il faut pas oublier que le domaine de la nutrition, c'est quelque chose où on ne sait pas tout encore. Et donc du coup, je pense que c'est bien de varier un peu les choses, ne serait-ce que pour pour couvrir d'éventuels déficits qu'on ne saurait pas qu'on peut avoir. Mais sinon, voilà. Très bien, super. J'ai encore entendu d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai entendu encore comme truc? Beaucoup de choses très variées. J'ai entendu que la science progresse à toute vitesse. Oui. J'ai vu des publicités qui parlent de maigrir en dormant. Et ça avait l'air vachement sérieux en fait. Donc attends. Le gars, il donne des conférences et il a des équations écrites sur le tableau qui est derrière lui. Je crois qu'il s'agit de fréquences sonores spéciales qui reprogramment l'épigénétique. Est-ce qu'on s'embête pas un peu avec le fitness finalement? Parce que là, ça a l'air de fonctionner. Je pense qu'on trouvera bientôt la fréquence pour gagner du muscle. Alors, j'ai tendance à penser que oui, on maigrit en dormant. Ça, c'est tout à fait vrai qu'on maigrit en dormant parce que on ne s'arrête pas de métaboliser des choses. Donc, on maigrit tout le temps. Mais, enfin, on maigrit tout le temps, sauf quand on grossit. Mais ça, c'est on consomme et donc la dépense énergétique voilà, elle a toujours une consommation minimale. Mais en fait, finalement, la nuit, c'est le moment où on jeûne le plus, donc c'est le moment où on maigrit le plus. Donc il a raison de ce point de vue-là. Reprogrammer l'épigénétique, en revanche, avec des fréquences sonores, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisqu'après tout ce qui, dans notre environnement, nous influence, va avoir une influence sur notre épigénétique. Mais, une fois qu'on a passé ce cadre théorique-là, dire qu'on peut, via le fait d'écouter des choses, maigrir de façon substantielle, là, si c'est vraiment le cas, c'est une découverte scientifique majeure dont je n'ai pas entendu parler. Et autant dire que je prends ces choses avec beaucoup de scepticisme. Pour moi, on est dans quelque chose de purement affabulatoire, ou si ça existe, extrêmement exagéré. Et donc, ça n'a, tout ce genre de produits miracles de toute façon, qu'on soit là-dedans ou qu'on soit dans les crèmes amaigrissantes, dans les fat burners, les choses comme ça, n'a qu'un effet très modéré et ne remplacera jamais le fait de manger moins et de faire plus de sport. C'est-à-dire que, pour donner une analogie, c'est comme si je devais remplir un verre. Voilà, si je devais remplir un verre et que je devais le faire avec... Enfin, j'ai plusieurs moyens de le faire, voilà. Remplir le verre, c'est maigrir, d'accord? Et que j'ai à ma disposition un robinet ou la condensation de la rosée du matin. La condensation de la rosée du matin va un petit peu remplir le verre. Mais il va falloir à un moment utiliser le robinet si on veut voir les choses de façon pragmatique. Oh, superbe réponse, très nuancée, j'ai adoré. Dans ce cas précis, j'ai pris en exemple quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas. C'est de la pseudo-science, une arnaque complète, il faut le dire. Et tu as apporté une réponse nuancée qui prend en charge une plus grande variété de situations. Donc merci beaucoup pour cette réponse. À un moment donné, tu as failli switcher sur la question de gélules. Les gélules amaigrissantes, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne dans le sens où on a certains produits qui vont favoriser l'amaigrissement, mais ce sera toujours marginal comme effet. On a des fat binders, par exemple, des molécules en fait qui vont se lier au gras et qui vont du coup nous faire excréter le gras
mais on n'est pas sur quelque chose de, encore une fois, révolutionnaire. On a des gélules souvent à base en fait de caféine. La caféine a un effet notoire sur le fait de brûler du gras, mais on est peut-être sur une journée à 50 calories brûlées. Pour donner un ordre d'idée, 50 calories, un homme adulte, la valeur de référence quand il est relativement sédentaire, c'est 2000 calories par jour de brûlé. 50 calories, perdre 50 calories par jour en plus, c'est l'équivalent d'une petite cuillère, quoi, même pas, c'est même pas une petite cuillère, c'est quoi, c'est une pomme. Voilà, c'est c'est une pomme en moins. Bon, c'est pas, voilà. Et la seule chose en revanche là-dessus, au niveau de la caféine, qui me semble être un effet qui est un petit peu sous-considéré, c'est que la caféine, ça donne envie de bouger. La caféine, ça donne envie d'être actif, ça donne envie de faire des choses, et c'est peut-être pas le fait de consommer de la caféine qui va vraiment nous faire plus brûler, mais le fait d'être psychologiquement plus présent, plus là, plus avoir envie de faire des choses, ça va nous aider à perdre du poids. Donc oui, certaines pilules peuvent fonctionner. Maintenant, les vraies pilules qui marchent, ce sont celles qui sont illégales et extrêmement, dangereuses pour la santé. Ok, donc on n'en parlera pas ici. Le message principal est de se concentrer sur les grandes lignes, ce qui fonctionne donc. Le sport, la nutrition, et puis les recettes magiques, il faut lever le pied et faire attention. En dehors de cette interview, comment on va faire pour éviter les idées reçues et se clarifier l'esprit sur le sport ? Alors, déjà, il faut me suivre. La chaîne Geek & Fit, YouTube, Instagram. Non, mais plus sérieusement, en fait, il y a plein de méthodes pour faire ça. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais pour moi, une des façons les plus simples de savoir un petit peu dans quel monde on met les pieds, c'est il y a des petites listes sur j'avais fait un petit post sur le bullshit, enfin il y a des petites règles, mais de façon globale, suivre des personnes, parce qu'on n'est pas forcément expert dans les domaines qu'on veut aborder, donc il va falloir à un moment se référer à certaines personnes, et peut-être la règle cardinale, la règle la plus importante, c'est que il faut que ces personnes-là, si on les met en face d'une de leurs erreurs, elles soient soit capables d'argumenter pour dire que ça n'est pas une erreur avec des sources, des preuves à l'appui, soit, si vraiment c'est une erreur, voilà, etc., c'est avéré, qu'on voit que leur réaction, ça n'est pas de dire ghoster la personne, faire en sorte de ne pas en parler, bloquer ou je sais pas quoi, mais au contraire, de s'actualiser, de dire « Ah, merci, je ne savais pas », faire un erratum. Voilà, les gens qui font des erratums sont des gens à suivre de façon globale. Les gens qui n'en font jamais, qui n'ont jamais tort, qui ne se contredisent jamais, qui ne se mettent jamais à jour, sont des gens à ne pas suivre. Et donc, de façon globale, remarquez ça, évidemment, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un petit ego mal placé, de dire là, il n'a pas choisi de se mettre à jour, mais voilà, tout le monde peut le faire. Maintenant, si c'est à répétition et que y a jamais d'erratum sur rien, là, c'est quelque chose à prendre en compte. Deuxième chose vraiment importante qui du coup va exactement dans ce sens-là, c'est une personne qui est à suivre, quelqu'un qui cite des sources et explique pourquoi ces sources-là sont bonnes ou pas si on lui demande. Ça, et des sources scientifiques, j'entends. Pas l'article du coin de Monsieur Fitness, je sais pas quoi. Non, des sources scientifiques. Très bien. Effectivement, sans rire, je recommande de s'abonner à la chaîne de Gaïs, Geek & Fit. Et même si Gaïs n'est pas votre préféré, c'est intéressant, ne serait-ce que pour avoir un contrepoids sur ce que peuvent dire les influenceurs fitness les plus populaires, vos préférés. Sinon pas la présence d'esprit de vérifier leurs informations et de se baser sur la littérature scientifique, peut-être que vous trouverez la bonne information avec Gaïs. Merci. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment il faut arrêter de se dire « je vais demander à mon influenceur ou à mon coach » et commencer à se dire « je vais voir un médecin ». Ah, ça c'est très important. Effectivement, en fait, déjà de façon globale, dans l'idéal,
on a un coach qui est capable de référer à un médecin. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir ce qui sort de son champ de pratique ou pas, c'est à lui de savoir, en fait, finalement, et pas à vous. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Donc, pour moi, tout ce qui va être de l'ordre de la pathologie, et par là, j'entends la douleur, donc c'est-à-dire qu'on a une douleur qui est déjà avérée, qui est, une douleur incapacitante. J'entends par là quelque chose qui s'aggrave. Donc c'est-à-dire soit quelque chose qui vraiment nous empêche de faire un mouvement quel qu'il soit qui ne nous empêche pas de faire un mouvement, mais qui ne se résorbe pas. À ce moment-là, il faut partir voir un médecin. D'accord ? Ça, et du coup, on n'est pas nécessairement uniquement dans la douleur, on est aussi peut-être dans des symptômes. Donc, typiquement, avoir sentir plus ou moins mal au fur et à mesure du temps. En fait, dès qu'on a une perte de capacité ou quelque chose qui s'aggrave, allez voir un médecin plutôt qu'un coach. Le coach peut être là, par exemple, si vous avez une petite douleur à un endroit et que vous n'arrivez pas à faire tel exercice, il peut vous recommander une autre variante d'exercice, le temps que ça s'arrange. Mais si le corps n'arrive pas à faire son boulot, il faut qu'il y ait une intervention humaine. Très bien. Merci Gaïs d'avoir répondu à ces questions sur les idées reçues et pour le coup, où trouver les sources d'informations. Et maintenant, passons à fitness et nutrition. Si vous voulez approfondir vos connaissances du fitness et découvrir les coulisses du fit game, abonnez-vous à la chaîne Geek & Fit de Gaïs. Pour de la réflexion, de la découverte, de l'esprit critique, misez sur ma chaîne après réflexion. Les idées reçues ont la vie dure. On a tous des parcours de vie différents. Si on n'est pas exposé aux bonnes informations, on se fait un avis à partir d'anecdotes ou même de ce qu'on imagine. Par contre, il semble que les débats, les articles et les publicités à propos de l'alimentation sont très nombreux. Mais je n'ai pas l'impression pour autant qu'on soit mieux informé. Consacrons la 4e partie à la nutrition.